Bonjour messieurs, nous reprenons nos travaux du Cercle du renouvellement constitutionnel après une interruption de quelques mois et nous accueillons à cette occasion un nouveau membre, la personne de Christophe qui nous rejoint et qui a déjà travaillé sur ces sujets sur son site. Et d'ailleurs, dans une des prochaines émissions, nous consacrerons justement une séance à la présentation de ses travaux. Qu'il poursuit d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il poursuivait ses travaux de manière autonome. Doucement. Donc du coup, il travaillera également avec nous. Bon, c'est surtout sur la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais bon, un thème que nous avons déjà abordé il y a longtemps maintenant. Puisque nous en sommes rendus aujourd'hui, depuis un certain temps, à une autre partie de la Constitution de 1958, qui est l'analyse du corps de cette Constitution. Et nous nous en étions arrêtés la dernière fois à l'analyse du titre premier de la souveraineté, avec les articles 2 et 3. Nous allons aujourd'hui revenir sur l'article 3, que va nous présenter Christian, puis il va nous faire peut-être un petit rappel de méthodologie, ce qui n'est pas inutile après cette interruption, et puis justement de ce que nous avons déjà un petit peu dit sur l'article 2 et plus en détail sur l'article 3. Christian, je te laisse donc la parole. Merci Luc. Donc avant d'entrer de plein pied dans l'article 3, juste en quelques secondes, quelques rappels concernant l'esprit de la C58, la Constitution de 58, qui contient 89 articles et 28 sous-articles, voilà, et qui est un texte majoritairement procéduriel, par opposition à un texte qui pourrait être principiel. Pourquoi est-ce qu'il est majoritairement procéduriel? Parce que l'essentiel des articles décrivent par le menu des procédures, procédures d'élection, procédure de prise de décision, alors qu'une minorité d'articles énonce des principes. Voilà. Un petit rappel sur la notion de principe. Alors, définition que je propose. Qu'est-ce qu'un principe? Un principe est une proposition fondamentale qui est claire et précise et surtout qui satisfait à 3 conditions. Premièrement, un principe ne peut pas prêter à plusieurs interprétations possibles. Deuxièmement, un principe sert de base à un raisonnement global. Troisièmement, un principe permet de définir une ou plusieurs règles d'application dans chaque domaine considéré. Ça veut dire que chaque fois qu'on regardera ou qu'on lira dans la Constitution de 58 quelque chose qui est énoncé comme étant un principe ou qui a l'air d'être un principe, afin de déterminer, nous, en tant qu'analystes critiques, si c'est vraiment un principe, on se référera à cette proposition et notamment, on verra s'il satisfait ce principe ou ce supposé principe, s'il satisfait aux 3 conditions que je viens d'énoncer. Alors, en réalité, nous trouverons très souvent des faux principes qu'on peut appeler simili-principes, qui sont des principes entachés de biais rédactionnels. Et on verra qu'il y a principalement 3 types de biais qui sont utilisés par le rédacteur constitutionnel. C'est une proposition mal ou non définie, puisqu'on a dit qu'un principe c'était une proposition fondamentale, et ça donnera tout de suite l'idée qu'on a affaire à un faux principe ou à un non-principe. Et ensuite, le deuxième biais qui est de formuler la proposition de façon trompeuse. Trompeuse, ça veut dire que derrière, il y a un dessein du rédacteur. Et on appellera ça des pseudo-principes ou simili-principes. Et puis, il y a carrément des contre-principes. Contre-principes qui ont été dénoncés en son temps par Karl Marx lorsqu'il faisait l'analyse critique de la Constitution française de 1848. C'est-à-dire qu'on énonce dans une première partie de phrase quelque chose qui ressemble à un principe, ou qui en est un, puis on le restreint immédiatement, on met une virgule et on le restreint immédiatement, ou on le rend inapplicable par l'énoncé de la deuxième partie
de l'article. Donc c'est le contre-principe. Alors, juste une toute petite parenthèse. Je rappelle qu'il y a une partie sur le site du Cercle du renouvellement constitutionnel qui constitue le glossaire dans lequel le mot principe a été défini par les différents intervenants. Fin de la parenthèse. Oui, et où on a pu également donner disons des nuances, hein, les uns par rapport aux autres, ce qui permet de ne pas avoir disons, une démarche totalement dogmatique ou ne pas pouvoir prêter le flanc à une accusation radicale de dogmatisme. Alors, concernant l'article 3, qui est extrêmement important, puisque nous savons que, par exemple, notre ami Yvan Bachot de Lyon a créé une association qui s'appelle l'association Article 3, qui vise à modifier cet article 3 étant considéré comme la cheville ouvrière ou la clé de voûte de l'antidémocratisme de la C58. Alors cet article 3, je vous dis tout de suite que moi je lui ai mis 8 points de pénalité et on va pouvoir les décliner, les détailler les uns après les autres. Alors première phrase dans cet article 3, premier alinéa, la souveraineté nationale. Alors, l'article 3 fait partie d'un titre, le titre 1 de la Constitution, qui s'appelle « De la souveraineté ». Bien. Et donc, l'article 3, le premier alinéa démarre ainsi. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Alors, j'y vois, dans ce premier alinéa, 4 problèmes justifiant, donc 4 points de pénalité. 1 point pour une définition qui n'est pas une définition, une non-définition, 1 point pour une contradiction fondamentale, et 2 ambiguïtés stratégiques. J'entends le mot stratégique au sens de dessein caché du rédacteur, c'est-à-dire que le rédacteur a écrit cette ambiguïté stratégique dans un dessein particulier. Alors, premier problème, la non-définition. Eh ben, c'est tout simplement la non-définition du terme souveraineté. Nous avons un titre 1 qui s'appelle « De la souveraineté », et on n'a pas une définition de la souveraineté, et un article 3 qui démarre en énonçant quelque chose qui ressemble à une définition, mais on va voir que ça n'en est pas une. Donc le titre 1, statut de la souveraineté, c'est un exemple type de non-définition qui est remplacé par l'énoncé de caractéristiques. L'énoncé de caractéristiques, lorsqu'on dit la souveraineté appartient au peuple, eh bien, on énonce des caractéristiques de la souveraineté, mais on ne définit pas ce qu'est la souveraineté. Alors, nous en sommes réduits à des interprétations. Bon, déjà, c'est ce qui justifie le point de pénalité, mais on va plus loin, on essaye de voir si il y a quelque chose dans l'énoncé de ce premier article ou dans ce que nous avons lu dans l'article 1 et dans l'article 2 qui pourrait nous éclairer sur qu'est-ce que c'est que la souveraineté. Alors, il y a la première interprétation possible, c'est la souveraineté, c'est élire des représentants et participer à des référendums, puisqu'on nous dit la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Bon, alors, on voit que c'est une interprétation qui est absolument pas rigoureuse. Une autre interprétation, il faudrait aller chercher dans l'histoire, dans la philosophie. La souveraineté, ce serait peut-être le pouvoir politique absolu de tout faire à tout moment et sans entrave. Alors, on a connu ça, bien sûr, ça s'est appelé la monarchie, un certain temps. C'était une monarchie absolue, issue de Dieu. On a eu aussi dans la philosophie une définition de ce pouvoir politique absolu par Hobbes avec le Léviathan. Et puis, chez Rousseau, ce pouvoir absolu, c'est le peuple. Alors, bon, après cette première non-définition de la souveraineté, on identifie une contradiction fondamentale lorsqu'on dit que le référendum est décidé par la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Or,
Le référendum, il est décidé par les représentants, représentant ou le représentant. Et pour mettre le référendum au même niveau que le représentant, il faudrait que le référendum soit décidé par le peuple. Donc, contradiction, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, et le référendum n'est pas décidé par le peuple. Donc il y a une contradiction. Et deux ambiguïtés stratégiques concernant d'une part le mot appartient et la locution exercée par. Aussi bien le mot appartient que la locution exercée par ne sont pas clairs. Surtout dans le cas où la souveraineté n'est pas définie. Alors si je dis par exemple cette maison m'appartient, bon, je vois clairement ce que c'est que cette maison et je comprends clairement ce que ça veut dire le fait que cette maison m'appartienne. Mais à partir du moment où la souveraineté n'est pas définie, lorsqu'on dit la souveraineté m'appartient, je ne vois pas ce que ça veut dire. Si on part du présupposé que la souveraineté c'est le pouvoir absolu, ce qui semble quand même émaner de l'esprit de la Constitution, l'article 3 dit que le pouvoir absolu appartient au peuple. Hein? Bon. Cet alinéa, ça veut dire la souveraineté appartient au peuple. Si la souveraineté c'est le pouvoir absolu, ça veut dire le pouvoir absolu appartient au peuple. Et si le pouvoir absolu appartient au peuple, cela veut dire a priori, ou cela veut dire en première intention, qu'il l'exerce lui-même. Alors, vous allez peut-être me dire, ou d'aucuns vont m'objecter, qu'on peut très bien avoir un pouvoir, détenir un pouvoir, donc un pouvoir qui vous appartient, et décider de le déléguer. Mais la notion de délégation n'est pas indiquée. Alors on va ensuite étudier qu'est-ce que ça veut dire exactement exercer par. La notion de délégation n'est pas indiquée dans cette formulation. Cette formulation, je la répète, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. La notion de délégation n'est pas indiquée, mais même si elle n'est pas indiquée, on doit se demander qu'est-ce que c'est qu'une délégation. Une délégation, elle répond au moins à trois conditions. C'est que quelqu'un qui détient un pouvoir absolu, prenons par exemple un chef d'entreprise qui détient un pouvoir absolu et qui délègue son pouvoir, ça suppose, le principe de délégation suppose trois conditions, qu'il y ait un contrôle permanent, je délègue mais j'ai un contrôle permanent, ça suppose que j'ai la capacité de changer les règles de délégation ou de changer les personnes à qui je délègue, donc pouvoir de changement, et la troisième condition, la capacité de retrait de cette délégation. C'est-à-dire que si je délègue, je dois avoir la capacité de retirer ma délégation. Sinon, ça n'est pas une délégation. Bon. De ce point de vue, l'allocution exercée par est ambiguë. Alors, à la limite, ce n'est même pas français au niveau de la syntaxe. Il faudrait dire qu'il exerce par l'intermédiaire de. Parce que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants. Nous avons, disons, une imperfection syntaxique qui devrait être corrigée par qu'il exerce par l'intermédiaire de ses représentants. Ou, encore mieux, et si on veut réutiliser, réutiliser ce que je viens de dire sur le mot délégation, il faudrait introduire la notion de délégation en disant la souveraineté nationale appartient au peuple qui en délègue l'exercice aux représentants, etc. Mais du coup, tout le reste, si on faisait ça, tout le reste, et ce qui d'ailleurs, quand je dis si on faisait ça, ça veut dire que ce qu'on lit, ça veut dire qui en délègue l'exercice A, et bien du coup, tout le reste de la Constitution doit être revu sous l'angle de la définition du principe même de délégation. Mais,
il s'avère que les caractéristiques procédurielles sont telles que les trois conditions que je viens d'énoncer, c'est-à-dire la liberté du contrôle, la liberté du changement des opérateurs et la liberté du retrait de cette délégation, par exemple avec la possibilité de reprendre son exercice direct qu'on a délégué à un certain moment, et de le faire à tout moment, eh bien ces trois conditions ne sont pas réunies dans aucune article et aucun alinéa d'article de la C58, et donc il s'avère que ce terme de délégation, si on voulait l'introduire à la place de exercer par, serait lui aussi incorrect. Alors, résumons-nous. Si la souveraineté, c'est le pouvoir politique absolu, et que ce pouvoir politique absolu appartient au peuple, il en découle que exercer par ne veut rien dire, que exercer par l'intermédiaire est contradictoire par rapport à la mention du référendum, dont j'ai parlé tout à l'heure, en disant que c'était la fameuse contradiction fondamentale de l'article 3, et qui en délègue l'exercice est contradictoire avec tout simplement l'ensemble du reste de la Constitution. Cette rédaction, donc, du premier alinéa n'est pas claire et distincte. La seule façon de la rendre claire et distincte, je ne dis pas la seule façon de l'écrire de façon cohérente par rapport à la démocratie. La seule façon claire et distincte de l'écrire par rapport à ce que le rédacteur a voulu dire, ce serait de l'écrire ainsi. La souveraineté, virgule, c'est le pouvoir politique absolu, virgule, appartient, la souveraineté, virgule, c'est-à-dire le pouvoir politique absolu, virgule, appartient au seul peuple qui décide solennellement de ne pas en faire usage et d'en faire don sans possibilité de retour à une entité dénommée État, dont les règles procédurielles sont détaillées dans les 86 articles suivants. Cette rédaction salutaire, bien entendu que nous ne cautionnerions pas en tant que démocrates, cette rédaction salutaire du point de vue de la compréhension de celui qui s'attelle à la tâche ingrate de lire et d'essayer de comprendre ce qui est écrit dans la C58, cette rédaction salutaire mettrait fin à toutes les chicaneries, à tous les ergotages de constitutionnalistes de notre espèce. Deuxième alinéa. Aucune section, donc là on en est à 4 points de pénalité. Deuxième article. Christian, je propose qu'on en reste là parce que je pense qu'on va passer plus d'une émission. D'accord. Je propose qu'on en reste sur ce premier alinéa. Tout à fait. On est déjà. Tout à fait. Ouais, non, on n'est qu'à 18 minutes, tu me diras. Absolument. Je pensais qu'on était à 35, c'est pour ça. Non, absolument, je valide. On s'arrête là alors pour l'instant. On fait un premier. Ah ben on fait un stop. On fait un premier échange contradictoire à partir des hypothèses que je pose. Ok. Alors Christophe, est-ce que tu préfères que je réagisse en premier ou tu préfères Alors ton micro est coupé. Hein. Oui, tu peux réagir. Alors, bon, donc merci Christian de cette analyse, effectivement. Tu m'enverras les points de pénalité de façon écrite, comme on fait d'habitude pour que je les mette sur le site. Alors, non-définition de la souveraineté, oui, bah, absolument. Je dirais que c'est fondamental de définir la souveraineté, et même les souverainetés, puisque, enfin, voilà, je veux dire, et pour ce qui concerne, parce que même si on voulait définir les souverainetés, ça sera encore plus large. En fait, la souveraineté, et je m'aperçois là que peut-être même dans la Constitution que nous avons rédigée implicitaire, il y aura une amélioration encore à ajouter, c'est que la souveraineté, en fait, c'est l'expression de la liberté, mais au niveau collectif. C'est-à-dire que c'est l'équivalent au niveau collectif de la liberté au niveau individuel. Ça peut paraître.
Et donc, et puis, après, donc ça déjà pour le sens général du terme souveraineté. Puis dans le sens plus particulier, qui concerne là, il y a deux niveaux de souveraineté. Il y a la souveraineté populaire, puisque bon, l'idée de la démocratie, c'est quand même que le peuple soit le détenteur du pouvoir suprême. C'est de le dire. Donc, souveraineté populaire, le peuple français est le détenteur exclusif du pouvoir suprême. Ce qui constitue le principe de souveraineté populaire. Première chose. Puis après, et là, il y a quand même un point, peut-être que tu n'as pas relevé, mais qui, à mon avis, mériterait quand même aussi d'être commenté, c'est que là, il est question de souveraineté nationale. La souveraineté nationale, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que, certes, dans une démocratie, la souveraineté populaire est première, mais la souveraineté nationale, ça veut dire que la nation en tant que telle, constituée collectivement, est libre par rapport aux autres nations, et par rapport aux autres, à tout autre. On comprend ça tout de suite dans les situations coloniales, notamment, où les nations ne sont pas libres vis-à-vis des autres nations. Donc voilà, c'est deux choses qui sont tout à fait importantes à préciser. Bon, après, effectivement, voilà, cette phrase est volontairement, comme tu dis, elle est amphigorique, en fait, parce qu'elle ne définit pas. Et puis, c'est très flou sur l'intention, quoi. Hein. En définitive, quand tu l'as reformulé, je pense que tu l'as effectivement formulé dans ce que ça veut réellement dire, c'est-à-dire qu'en fait, la souveraineté du peuple est abandonnée. Alors, toi, tu as dit à l'État, moi je ne dirais pas à l'État. Là, ce qui est dit, c'est bien les représentants. Je fais bien une différence entre l'État et les représentants. Pour moi, l'État, c'est vraiment une organisation des administrations, hein, d'une manière générale, mais un petit peu plus que ça. Là, c'est vraiment la question de la direction de la nation et du pays, et donc notamment de l'État. Donc là, pour moi, je limiterais aux représentants. Donc, en fait, la représentation, on est vraiment exactement là dans un cadre représentatif, c'est-à-dire un abandon, hein, on l'a défini de cette façon-là, c'est-à-dire qu'un mandat représentatif, pardon, je me trompe, qu'un mandat représentatif, c'est, en fait, les mandants abandonnent leur pouvoir au profit du mandataire. C'est très exactement ce que voudrait dire quelque part cet alinéa modulo le référendum. Et comme tu l'as dit, comme c'est de toute façon les représentants qui sont seuls aptes à organiser les référendums, du coup, le référendum, ça le vide un peu beaucoup de son sens, hein, surtout depuis le référendum de 2005, même quand il est... Et pas que 2005, hein, je rappelle, il y en a eu d'autres, en Alsace aussi, des référendums qui ont été violés. Hein. Depuis, dont on parle moins souvent. Et donc, effectivement, le seul mandat, je dirais, qui pourrait être valable en remplacement de ce mandat représentatif, c'est un mandat délégatif dont tu as très bien tracé les contours avec le contrôle, des règles de substitution et de retrait des personnes qui sont mandataires. Voilà. Donc, voilà, c'est le seul modulo que j'ai, hein, c'est sur cette notion d'État par rapport à un représentant. Voilà. Christophe. Alors, oui, bah, écoutez, je vais complètement dans votre sens. Ça, c'est très bien. Je suis d'accord sur l'idée qu'il aurait fallu développer le fait que la souveraineté, là il est question de souveraineté nationale, sachant que la nation et le peuple, c'est pas la même chose. Et donc c'est intéressant qu'il fasse la différence entre les deux à cet endroit-là. La nation, en fait, ça va être lié aux personnes qui naissent sur un territoire essentiellement. Enfin, des recherches que j'avais faites là-dessus, c'était lié à un territoire. Alors que le peuple, lui, c'était plus une entité de population voilà, qui pouvait parfois être nomade. Et donc, ça fait une différence entre les deux, quoi. Donc, ce qui est amusant, c'est que la souveraineté nationale appartient au peuple,
et pas l'inverse. La souveraineté du peuple n'appartient pas à la nation. Mais donc, qui est ce peuple? Est-ce que c'est le français? Est-ce que c'est le peuple français? Ce n'est pas défini ici. Il parle juste d'un peuple, donc on peut constituer que c'est le peuple français. Mais bon, pourquoi est-ce que la nation, pourquoi est-ce que la souveraineté de la nation lui appartient alors que l'exercice est lié à ses représentants? Donc effectivement, ses représentants et ou la voie référendum. Alors là, la voie du référendum, ça c'est assez particulier. Je ne comprends pas pourquoi ils ont utilisé la voie par la voie du référendum. Est-ce qu'il y a une filtration? Est-ce qu'il y a quelque chose, un chemin? Ouais, certainement, qui va être décrit plus tard. Mais bon, en tout cas, ouais, le fait est que le peuple, lui, au final, il n'a pas l'exercice de la souveraineté nationale. Il a bien certainement la souveraineté populaire, mais je pense qu'elle ne sera pas définie. Elle ne sera pas définie dans le document. Et donc on est déjà sur un biais où on fait retirer des droits, enfin on limite le pouvoir du peuple, puisque c'est plus lui qui doit l'exercer. Et c'est même presque interdit, puisque en fait on a l'impression avec le et qu'on a défini l'ensemble des possibilités. Et pas juste des possibilités parmi d'autres, puisque c'est qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Il n'y a pas de virgule possible. Donc très problématique dans une logique où on voudrait que ce soit le pouvoir au peuple. On a vraiment une traîtrise quelque part. C'est limitant, c'est désagréable à voir de devoir accepter cet article. Voilà, je vais m'arrêter là. Oui, très bonne remarque, effectivement, sur la limitation. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, je pense, sur la limitation à deux choses, parce qu'effectivement, on pourrait imaginer que la démocratie puisse s'exercer également dans d'autres domaines. C'est d'ailleurs ce que nous avons prévu récemment dans l'exercice des tribunaux populaires, qui serait aussi un moyen d'exercice du pouvoir du peuple. Effectivement, cette remarque sur les deux possibilités me semble tout à fait essentielle. Christian. Alors, vos observations me permettent, donc vos observations très intéressantes me permettent justement de préciser au moins 3 points très importants. Un, concernant cette histoire de nationale, souveraineté nationale. Deuxièmement, l'histoire d'abandon de souveraineté aux représentants ou à l'État. Et puis, la troisième point, c'est ce référendum avec un « et ». Voilà. Alors, premier point, souveraineté nationale. Bon, pourquoi nationale et pourquoi pas dire la souveraineté tout court? Alors, on n'a pas la réponse, hein, mais on peut voir qu'est-ce que ça peut générer comme interprétation. Moi, j'ai toujours en toile de fond, et je reviens sur ce que tu as dit, Luc, en disant je ne parlerai pas d'État, je parlerai de représentants. Non, moi je parle d'État. Justement, je pense que l'État, c'est ça qu'ils ont en tête, plus que les représentants, et je vais essayer de donner des arguments. Premier argument, c'est ça, cette histoire de souveraineté nationale. Bon. Pour moi, cette notion de souveraineté, cette locution de souveraineté nationale, ça introduit la notion d'État comme étant État tout-puissant, et je vais donner un exemple. On parle de dette souveraine. Qu'est-ce que c'est qu'une dette souveraine? Alors, la souveraineté, c'est le peuple. Bon, le peuple, on doit de l'argent au Qatar, le peuple doit de l'argent... non, c'est l'État français. C'est l'État français qui emprunte de l'argent au Qatar, et donc, il y a une dette souveraine. Et cette souveraineté nationale, pour moi, elle introduit, elle valide en creux ou en toile de fond ou en nombre porté l'idée que, on est tous d'accord, ce n'est pas le peuple qui a la souveraineté, mais celui qui l'a vraiment, c'est l'État. Bon, premier point.
Deuxième point, Luc, tu dis, plutôt que tu es d'accord avec mon interprétation, ma relecture, relecture exercée par, je le relis en tant que délègue à, et tu me dis, mais moi je dirais plutôt délègue aux représentants et pas délègue à l'État. Eh bien, non, moi je dis délègue à l'État, parce que ce qui compte pour le rédacteur, ce n'est pas les représentants, ce n'est pas les députés, c'est la notion d'État. C'est l'État tout-puissant qui s'installe en tant que Léviathan. Voilà. Bon. Et lorsqu'il y a abandon, effectivement, lorsqu'il y a abandon du pouvoir absolu de chaque électeur, qui est défini un principe de la souveraineté, aux représentants, bon, eh bien ça a été déjà défini, tu sais par qui? Par mon ami Joseph Manuel Sieyès, hein, c'est ça, en 1749, en disant à partir du moment où le représentant, alors ça ne s'appelait pas des députés, ça s'appelait représentant de bailliage, bon, est élu, hein, il n'est plus représentant du tout de ses électeurs, il ne représente que lui. Lui tout seul. Il dit ce qu'il veut, peu importe, il a été élu. Le mandat impératif, c'est quelque chose qui n'existe pas, et qui est même, bon alors, à l'époque de CIS, le mandat impératif, ça n'existe pas. Maintenant, comme on a un petit peu entendu parler, le rédacteur constitutionnel de la C58, c'est-à-dire Michel Debré et Charles de Gaulle, ils ont écrit dans l'article 37 que le mandat impératif était interdit. Non, il était sans valeur. Hein, ouais. Enfin, interdit ou sans valeur. Nul. Nul, il est nul. Il est nul. Le mandat impératif est nul. Le mandat impératif est nul. Donc, ça veut bien dire qu'il y a abandon complet aux représentants. Alors, effectivement, les représentants, mais pour moi, les représentants, c'est 3 fois rien par rapport à l'entité État. On le voit aujourd'hui, les représentants qui sont élus sur des programmes, ça s'appelle des députés, c'est même pas des sénateurs puisqu'ils sont élus au suffrage indirect. Bon, et les députés, c'est 3 fois rien puisque dans un régime présidentiel, voilà. Donc, pour moi, c'est l'État. Le troisième point, c'est cette affaire de référendum et cette affaire de conjonction est. Alors, bien entendu, le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire du référendum. Bon, je vais peut-être pas assez insister, parce que ça me paraît tellement évident, mais je vais mettre les points sur les i. Bon, c'est contradictoire, parce que il n'exerce pas sa souveraineté par le référendum, ce n'est pas vrai. Le référendum est décidé par un certain nombre de personnes ou d'entités, mais certainement pas par le peuple. Le référendum ne peut pas être déclenché par le peuple, c'est-à-dire que le peuple ne peut pas déclencher un référendum et ne peut pas mettre une question qu'il veut mettre au référendum. Donc, à partir du moment où le référendum est déclenché, pas par le peuple, que le peuple n'a pas le droit, on va dire même plus, le peuple n'a pas le droit de déclencher un référendum, et le peuple n'a pas le droit de poser une question au référendum, le seul droit qu'il a, c'est de voter. Alors, bon, non seulement il y a une contradiction, mais peut-être même, j'ai oublié un point de pénalité, il y a une entourloupette absolument fallacieuse, c'est-à-dire que exercer sa souveraineté par quelque chose où on te demande de voter sur un point que tu n'as pas demandé et à un moment que tu n'as pas décidé. Bon, donc il y a certainement une pénalité qui a été oubliée là. Et quant à la conjonction de coordination est, ça veut dire effectivement que le peuple exerce sa souveraineté par 2 moyens. C'est-à-dire pas par 1, ni par 3, ni par 4, ni par 5, par 2. Bon, on a vu que c'était faux, mais bon, admettons. On lui donne la possibilité de n'exister que par 2 moyens. Alors, je pense que, bon, on pourrait ergoter ou soit. Mais je pense que là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est les deux, possiblement. Par ses représentants, ou par le référendum, les deux. Bon. Il n'a pas d'autre possibilité. Et là, dans la Constitution, ce qui est intéressant, peut-être pour aller un petit peu plus loin, mon bloc sur cette conjonction de coordination c'est de dire que le peuple, à la lecture de la C58, n'a pas d'autre possibilité d'exercer sa souveraineté que
par ces deux moyens. Bon, c'est peut-être pas un peu à l'esprit de tout le monde, parce que lorsque on a des manifestations de rue, lorsqu'on a des déclenchements de polémiques, soit via les parlementaires, soit via des leaders d'opinion, on a l'impression que le peuple peut exercer sa souveraineté. Non, non, lisez la 158, c'est vraiment, il y a soit ça et rien d'autre. Voilà ce que je voulais ajouter. Je vous remercie. Oui, après, moi, c'est vraiment entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Puisque le peuple, il a des moyens d'agir que la nation ne lui donne pas. Mais donc, c'est pas. Enfin, faut toujours, je pense, faire attention aux qualificatifs qu'on emploie à côté. Parce que quand on veut parler de la souveraineté du peuple, c'est pas la souveraineté nationale en elle-même, je pense. La souveraineté nationale, c'est autre chose au final. C'est pas la souveraineté du peuple, c'est la souveraineté de la nation. Et la nation, c'est bien quelque chose qui va être lié à l'État, effectivement, je pense. C'est pas si mal dit. Moi, j'irais dans ce sens-là aussi, puisqu'au final, on a tout plein de gens qui travaillent pour nous, pour faire le travail à notre place, à tous les échelons, quoi. Et même si c'est pas des gens qui sont élus, je sais pas. Ça, c'est intéressant comme vision. Alors, tu as fini, Christophe? Oui. Alors, sur ces notions de définition, tu as parlé notamment tout à l'heure, Christophe, des définitions de souveraineté, de peuple, de nation. Bah, pareil, je renvoie au glossaire du CRC, puisqu'on a fait un certain nombre de définitions. J'invite vraiment Christophe peut-être à le parcourir, parce que si tu participes à nos travaux, parce que chacun donne sa définition des différents parties, notamment peuple, nation, etc., pays. Je pense chacun a ses définitions. Hein. On est resté là-dessus parce qu'on sait qu'on ne serait pas arrivé à des définitions communes. Mais voilà, je pense que c'est intéressant que tu saches justement les différences et que ça va te donner aussi des souverainetés. On a étudié, je crois. Donc je t'invite à le parcourir rapidement. Même, c'est textuel, hein, tu n'as même pas besoin de regarder toutes les vidéos. Hein. D'accord. Sur cette question de souveraineté nationale et délégation, soit à l'État, soit à ses représentants. Je persiste à ne pas être d'accord avec Christian Leroux. C'est fondamental. L'État, et c'est là, on revient aussi à la définition de l'État. L'État, c'est juste une organisation avec des administrateurs, des administratifs, des fonctionnaires, ce genre de personnes. Pourquoi c'est aux représentants? Ce n'est pas à l'État. Parce que les représentants sont les représentants de la classe bourgeoise, celle qui est la classe dominante dans la société et qui, elle, exerce le pouvoir. Et donc, ce sont bien ces représentants qui doivent avoir le contrôle sur l'État. C'est fondamental. Parce que ces représentants, on va pouvoir les corrompre, on va pouvoir les acheter, on va pouvoir... Tous ces mécanismes de corruption ne sont pas du tout périphériques à la démocratie bourgeoise. Ils sont au cœur du système. C'est bien parce qu'on peut corrompre ces représentants-là que la bourgeoisie exerce son pouvoir. On parle souvent des scandales de corruption, etc., qui arrivent au Japon comme en Suède, en France et ailleurs, à cause de ça. C'est pas l'État. Parce que la bourgeoisie ne veut surtout pas que les fonctionnaires soient des gens corrompus. Au contraire, elle veut pouvoir s'appuyer sur un État qui soit fair play, je dirais, entre guillemets, qui soit fiable. Hein, c'est la notion notamment d'État de droit. Et il faut que l'État, que l'organisation État soit fiable. Il ne faut pas qu'elle soit corruptible. Sinon, l'État commence à devenir failli. Et donc, la société. Donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment très important de bien que c'est vraiment sur les représentants qui doivent être libres dans la mesure où ils sont les amis affidés et je dirais stipendiés par les puissants. Donc ça, c'est vraiment important. Autre argument que tu as utilisé, Christian, c'est on parlait de dette souveraine. Oui, bon, ça c'est un mot, je dirais, mais qui quelque part dit, c'est vous le peuple, comme c'est vous qui devez l'argent en fait. Hein.
c'est un moyen, en fait, de pointer du doigt. C'est une façon un petit peu de dire, vous êtes responsable, c'est pas vos représentants qui sont responsables de la dette, c'est vous. Hein, vous, le peuple censé être souverain. Je pense que c'est un petit peu encore une entourloupe sémantique. Et puis, je dirais que quelque part, fondamentalement, c'est faux. Parce que des États qui font défaut, des pays qui font défaut, qui ne remboursent pas leurs dettes, il y en a eu plein. Dans l'histoire, c'est même arrivé plus d'une fois à la France. Et l'exemple un des exemples les plus connus, bah, c'est l'État soviétique à son établissement, après la révolution russe en 1917, qui a rejeté toutes les dettes émises par le tsar avant lui, et qui dit bah, nous, peut-être ces dettes, on ne les reconnaît pas, et cette dette, pour nous, elle n'existe pas. Voilà. Donc, Christian, j'imagine que tu vas vouloir répondre à ces... Non, je pense qu'on peut avancer, mais bon, en fait, on est d'accord. Je pense que là, il y a un pinaillage sur lequel je veux bien passer. Dire que l'État, c'est pas l'État, c'est l'ensemble. Alors, attention, dans les représentants, et d'ailleurs, tu l'as bien dit, c'est pas uniquement les députés, hein, c'est tous les technocrates, les préfets, tous les gens qui sont nommés. Bon. Disons, tous les fonctionnaires politiques, ça constitue quelque chose qu'on peut appeler État ou qu'on peut appeler ce qu'on veut. Bon. Alors moi ça ne me dérange pas d'être d'accord avec toi pour dire que il vaut, au lieu de dire État, on va dire l'ensemble des représentants élus et nommés. Voilà. Bon, ok. Je vais pas me battre sur cette chose-là. Ce qui me paraît important, c'est c'est cette notion d'abandon total qui est quand même extrêmement important. On a une souveraineté, c'est extrêmement fort le mot souveraineté. Le souverain, c'est le pouvoir absolu. Bon, et que souveraineté soit accolée à abandon total, hein, c'est pas voilà, comme j'ai dit, c'est pas une délégation conditionnelle, c'est un abandon total. Eh bien, c'est surtout ça qui est disons, le plus inacceptable dans cette rédaction, et effectivement que l'État soit un hydre multiforme ou que ce soit tout simplement une addition d'individus. Nous sommes de toute façon sur la même longueur d'onde, me semble-t-il, sur ce plan-là. Donc, on allait, si tout le monde est d'accord, si les remarques sont épuisées, on peut lire l'alinéa 2 de l'article 3, qui est celui-ci. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice sans la souveraineté. Donc aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Alors si on reste dans la rédaction telle qu'elle est, si on lit cette phrase exactement telle qu'elle s'est écrite, elle mérite 2 points de pénalité pour incohérence. Alors, il y a un défaut de cohérence, parce que le paragraphe précédent dit que la souveraineté est exercée par les représentants. Or, l'Assemblée nationale, c'est un ensemble de représentants. Et c'est une section du peuple. Bon, donc, c'est incohérent de dire que l'Assemblée nationale ne peut pas s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Et d'autre part, le président de la République, c'est un individu, hein, aucune section du peuple, l'Assemblée nationale, ni aucun individu, le président de la République est un individu physique, il déclenche lui-même le référendum qui est, n'oublions pas, si on connaît bien le premier alinéa, le référendum, c'est l'exercice de la souveraineté. Donc, il exerce la souveraineté, mais au titre du premier alinéa, mais au titre du deuxième alinéa, il ne peut pas s'attribuer l'exercice de cette souveraineté. Bon, donc,
Donc ça fait si je compte bien, ça fait 2 incohérences et ça fait 2 points de pénalité. Cet alinéa est contradictoire avec le premier. Alors, moi, je veux bien rajouter une possibilité. C'est que, en fait, on pourrait imaginer que les représentants, en fait, ne font pas partie du peuple. C'est qu'une fois qu'on est élu représentant, en fait, on est sorti du peuple, on fait partie d'autre chose. Et moi, cette différenciation de secte, de caste, je la vois dans la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisqu'il y a distinction entre les deux. On pourrait croire que le peuple, ce serait les citoyens et les représentants sont les hommes. Quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est pas forcément lié directement, mais on pourrait le lire comme ça. Ce serait les représentants seraient des nationaux, mais pas, ils seraient extirpés du peuple. Christian, oui, vas-y. Hein. Ah ben, je veux intervenir, mais tu es d'accord, oui. Non, mais après je prendrai mon tour. Hein. Je vais répondre à ça, c'est sûr. Oui, j'agrée ce que vient de dire Christophe. D'ailleurs, il m'est arrivé, en lisant cela, de comprendre de cette façon. Effectivement, les représentants et le président de la République désigné par la voie du référendum, effectivement, ne serait donc pas, c'est une façon de mettre à part les élus, ces représentants, à part du peuple. Oui, effectivement, c'est la seule façon de rendre cohérentes ces deux phrases entre elles. Moi, j'ai rien à ajouter, hein, Christian. Oui, ben, moi j'ai ajouté. Si, ainsi que vous le dites, Christophe et Jean-Charles, si la seule façon de rendre cohérent le deuxième alinéa avec le premier, c'est de dire que le représentant, fait que les membres de l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ce que vous voulez, les conseils régionaux, tout ça, et le PR ne sont pas des sections du peuple. Si c'est la seule façon d'interpréter ça, ben, il faut l'écrire. Ah oui, non, mais on est d'accord. On ne dit pas qu'on cautionne. C'est-moi terminé. Bon. En fait, parce que là, on est sur un mécanisme qu'on va retrouver très souvent. C'est pour ça qu'autant en parler bien au début, pour dire, ah, oui, on n'a qu'à le nommer, hein, on n'a qu'à l'artifice truc-bûche, voilà, qu'on retrouve là. Bon. Parce que, très souvent, lorsqu'on va ferrailler avec des constitutionnalistes, c'est-à-dire des juristes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un juriste constitutionnel? Ça, c'est très intéressant. Moi, je fais une petite parenthèse. Hein. Bon, un juriste pénal, c'est quelqu'un qui connaît le droit pénal, qui explique le droit pénal. Juriste de droit des sociétés, connaît le droit des sociétés, explique son sujet. Bon, un juriste constitutionnel, qu'est-ce que c'est? C'est pas un juriste, c'est un valet du pouvoir. Un juriste constitutionnel, c'est quelqu'un qui explique que la Constitution, ça tient la route. Voilà. Je ne connais aucun juriste constitutionnel qui se dit je suis diplômé, j'ai un master, j'ai un doctorat en droit constitutionnel et je vous explique que la Constitution est incohérente. Ça n'existe pas. Alors, je demande les contredits, vous me citez des noms. Hein, et des thèses, par exemple, des thèses de constitutionnalistes qui expliquent ça. Bon. Donc, le droit constitutionnel est un droit politique et les juristes constitutionnels ne sont pas des juristes, ce sont des gens qui défendent becs et ongles la cohérence de choses que nous, on cherche à débusquer. Ils défendent la cohérence de la Constitution. Et lorsqu'on dit, je ferme ma parenthèse, et lorsqu'on dit, mais vous voyez l'alinéa 2 de l'article 3, il est cohérent
avec l'article 1, parce qu'en fait, il faut comprendre que ceci, cela. Bon, et ça, on va le retrouver très souvent. Alors, moi, j'ai dit, en tant que auditeur, parce que ce qu'on fait, c'est un audit. Et donc, lorsqu'on fait un audit, on met des pénalités, on fait un diagnostic, et on fait des préconisations. C'est ça le travail d'auditeur. Eh bien, on dit, voilà ce que vous devez écrire. Et je répète encore, lorsqu'on dit voilà ce que vous devez écrire, ça ne veut pas dire voilà ce que nous, on aimerait qu'il se soit écrit. Hein, on se met justement, on est totalement objectif, c'est-à-dire qu'on se met dans la peau et se met du côté du rédacteur constitutionnel. Et on dit attendez, vous avez un problème là, ça c'est pas cohérent, et on vous arrange le coup, on va vous dire comment il faut l'écrire pour que ça soit cohérent. Et là, pour que le deuxième alinéa soit cohérent avec le premier, il faut écrire. Il faut ajouter, après la phrase, il faut ajouter les représentants du peuple issus d'une élection au suffrage direct ou au suffrage indirect, plus le président de la République élu au suffrage universel, ne sont pas des composantes ou des partis, ne sont pas des sections du peuple. Et si on veut être encore plus cohérent, il faut expliquer pourquoi. Alors là, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse un peu. Hein, si on me demande, si le président du Conseil constitutionnel, mon ami Laurent, me demande, oui, tu ne pourrais pas nous dire un peu comment il faut l'écrire? Bon, je vais réfléchir, je vais peut-être trouver quelque chose. Mais au moins, il faut commencer par dire ça et donner l'argument qui, au moins, qui terminera. Sinon, eh ben, on se retrouve à quoi? On se retrouve avec chaque article, je dirais chaque alinéa de la Constitution, ça donne matière à boulot au Conseil constitutionnel derrière pour interpréter ceci, cela. Voilà. Et d'ailleurs, le boulot que fait Recours Constitution, c'est-à-dire qu'on passe ensuite derrière le Conseil constitutionnel et on leur dit, savez, vous avez dit ça, mais vous avez... Bon, soit vous vous trompez, soit ce que vous dites n'est pas cohérent, soit vous n'apportez aucune preuve. Oui, alors... Ouais. Tu as fini, Christian? Oui. Oui, alors, moi, ça me semble quand même extrêmement problématique, cette interprétation comme quoi les représentants ne seraient plus partie du peuple. Parce que du coup... j'adore, moi j'adore. Ça serait quand même extrêmement bizarre. C'est-à-dire, on rétablirait quelque part une forme de noblesse, d'oligarchie, qui seraient donc des gens qui auraient le sang bleu, hein, et puis d'autres qui seraient de vulgum pecus. Et quelle légitimité? Ils perdraient quasiment immédiatement leur légitimité, puisque ne faisant plus partie du peuple français. Bon. Je dirais que cette interprétation, alors on peut l'avoir, hein, puisque vous l'avez, et vous êtes deux à l'avoir, c'est qu'elle est possible. Mais elle semble plus que capillotractée, je dirais, quoi. Il faudrait vraiment l'écrire, en disant à ce moment-là, sur une section particulière du peuple, hein, comme là on parle de section du peuple, ça serait... parce que, ça veut dire, du coup, un gouverneur, quelque part, si on va par là, un gouverneur étranger nommé par les États-Unis d'Amérique, par exemple, de la Migote, qui avait réussi à mettre ça en place, aurait été totalement légitime, puisqu'il ne fait pas partie du peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ou l'Union européenne, pour plus près de chez nous, Van der Leyen, qui serait effectivement, donc elle est totalement légitime, Van der Leyen, si on suit cette notion-là, à dicter, d'ailleurs c'est ce qu'elle fait, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on n'est plus en démocratie, elle serait tout à fait légitime à délivrer ses dictats. Voilà, je pense quand même que cette interprétation, pour possible qu'elle soit dans les textes, je pense qu'elle est extrêmement problématique. Très problématique, oui. Ça, je te l'accorde entièrement. Je pense que Jean-Charles a demandé... Jean-Charles. Oui, non, mais là, ce qu'a dit Christophe, je pense, je ne veux pas parler à sa place, mais on est tous d'accord. On s'est mis à la suite de la contradiction qu'a soulevée et démontré Christian, et on est tout à fait d'accord pour relever cette contradiction. Et la seule façon, et c'est un raisonnement
par l'absurde, puisque effectivement, on ne peut pas envisager que des représentants ou que le président de la République ne soit plus du peuple. On ne peut pas l'envisager. Mais pour mener au bout l'absurde induit par la contradiction soulevée par Christian, la seule interprétation, c'est effectivement d'aller dire que les élus et le président de la République ne font pas partie du peuple. Mais c'est vraiment, c'est un raisonnement par l'absurde, on est bien d'accord. Non, mais je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est une façon d'aller vers l'absurde, encore une fois, et voilà, de souligner la contradiction jusqu'au bout. Christophe. Oui, donc c'est tout à fait ça. Après, moi, je sais que dans certaines peuplades, dans certaines nations, le gouvernement ou le souverain, le roi, il ne faisait pas partie du peuple. Et donc, ça fait partie des possibilités organisationnelles de mettre en place des personnes qui sont hors du peuple pour régner dessus. Donc moi, ce que je demanderais, c'est peut-être un éclaircissement ou un moyen de supprimer ce doute, quoi. Soit on le met de façon claire, soit on l'enlève, mais en tout cas qu'on le définisse clairement. Peut-être ce serait ça le truc. Parce que s'il faut, moi j'ai pas encore tout parcouru de façon sérieuse là, la Constitution, mais c'est possible qu'on va se retrouver avec des articles qui vont confirmer cette hypothèse. Moi, c'est ce que j'ai vu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'ai pu confirmer que les hommes et les citoyens, c'est bien deux statuts différents. Même si l'un est lié à l'autre, ils ont des statuts différents dans la DDHC si on regarde plusieurs articles de suite. Et ça peut arriver. Donc, moi c'est plutôt ça. C'est enlevons le doute et faisons en sorte que ce soit explicite. Je suis sur la même voie que Christian là-dessus. Et pour ça, il faut se lever que l'interprétation est possible. Et ce qui donne peut-être lieu aujourd'hui à des applications, alors qu'on ne le sait pas forcément. Parfait. Bon, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui.